Merci beaucoup et bienvenue. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet qui est très intéressant, mais qui peut être aussi très controversé. On va parler de la prise en charge des hémorragies chez les patients qui prennent un anticoagulant. Ce que je veux faire aujourd'hui, je veux réviser deux choses. La première chose, je veux parler de l'incidence des hémorragies majeures, des hémorragies mortelles et aussi des hémorragies intracrâniennes chez les patients qui prennent un anticoagulant, que ce soit la warfarine ou un des nouveaux agents anticoagulants oraux. La deuxième chose, c'est chez les patients qui vont avoir une hémorragie, je veux qu'on discute des données probantes par rapport à la prise en charge de ces patients-là. Qu'est-ce qu'on fait pour guérir un peu les saignements majeurs? C'est clair que la warfarine, ça fait 70 ans que c'est utilisé, on la connaît bien, c'est très efficace, on sait comment l'utiliser, mais la warfarine, elle a des interactions avec d'autres médicaments, elle a beaucoup d'interactions avec la nourriture. Il faut que les patients prennent des prises de sang parce que l'index thérapeutique est mince. Et donc, ce n'est pas un choix très populaire auprès des patients. C'est une question de temps avant que des nouveaux agents anticoagulants soient développés et indiqués au Canada. On en a plusieurs pour la maladie veineuse thromboembolique et pour la fibrillation auriculaire. Ce que vous voyez ici, c'est la cascade de coagulation qui indique les cibles des nouveaux agents anticoagulants. À votre droite, vous avez l'inhibiteur de la thrombine directe, donc le dabigatran ou le pradaxa. Et puis à votre gauche, vous avez deux inhibiteurs directs du 10A, le rivaroxaban ou le Xarelto et l'apixaban ou Eliquis. Il y a des différences importantes entre la warfarine et puis les nouveaux agents oraux. La warfarine, ça prend 3 à 5 jours à commencer à fonctionner puis à arrêter de fonctionner. Les agents oraux, c'est complètement différent. Ils vont commencer à fonctionner en 1 et 3 heures, et puis la demi-vie va être entre 8 et 15 heures, dépendant de l'agent. Il y a des différences aussi qui sont importantes à respecter entre les différents agents. Par exemple, quand on parle à la liaison protéinique, ça c'est important parce que, par exemple, le dabigatran va être moins lié aux protéines et donc est possiblement hémodialysable chez les patients qui se présentent avec une hémorragie majeure. On va revenir à ça un peu plus tard. L'autre chose qui est importante à tenir en compte, c'est la clairance rénale ou la fonction rénale des patients. Certaines molécules sont plus dépendantes de la fonction rénale et donc, chez les patients qui ont une dysfonction rénale importante, ça va augmenter la demi-vie. Et pour le médecin, le clinicien, c'est important de le savoir parce que c'est comme ça qu'on va prendre la prise en charge d'une hémorragie majeure. Quand les patients ont une hémorragie, c'est quoi l'incidence? Comment fréquent que c'est? Il y a une superbe vue systématique et méta-analyse qui a été publiée dans Blood cette mois-ci par des investigateurs de l'Université McMaster à Hamilton. Puis ils ont regroupé tous les patients qui ont été randomisés dans toutes les études qui comparaient les nouveaux agents anticoagulants et la warfarine. C'était des patients qui étaient dans ces études-là pour la fibrillation auriculaire ou pour le traitement ou la prévention de la maladie veineuse thromboembolique. Ce qu'ils ont démontré, la première chose, c'est que le taux des hémorragies majeures était très faible. Encore plus faible pour les hémorragies intracrâniennes et certainement encore plus faible pour les hémorragies mortelles. Quand ils ont comparé les taux des patients qui avaient eu les nouveaux agents anticoagulants versus la warfarine, ils ont démontré que les taux étaient moindres chez les patients qui avaient eu un nouvel agent anticoagulant. Et puis ça, c'était le cas pour les hémorragies majeures, les hémorragies intracrâniennes et les hémorragies mortelles. La seule chose qui allait de l'autre côté, c'était pour les hémorragies gastro-intestinales, où est-ce que là, les patients qui ont eu un nouvel agent anticoagulant avaient plus de chances d'avoir eu un saignement gastro-intestinal comparativement à ceux qui avaient eu de la warfarine. Fait que vous vous dites peut-être, ben Marc, c'est bien beau ça, les données en phase 3 sont belles, mais c'est des essais randomisés, c'est des patients qui sont très sélectionnés. Moi, mes patients à moi, ils ont beaucoup de comorbidités, ils ont plusieurs médicaments, ils ne fitent pas nécessairement le profil des patients qui ont été randomisés dans ces études-là. D'où l'importance d'avoir des données réelles dans un monde réel. Donc, une fois que le médicament est disponible, comment que les patients réagissent aux nouveaux médicaments? Vous n'êtes pas tout seul qui vous êtes posé la question. Il y a plusieurs investigateurs autour du globe qui ont eu la même question. Mais plus importantement, le FDA a eu la même question. Fait que la FDA a décidé de faire une étude indépendante, une étude prospective, où ils ont suivi les patients qui prenaient un anticoagulant oral, soit la warfarine, soit le dabigatran, des doses de 75 ou 150 mg BID, qui sont les doses indiquées aux États-Unis. Et puis, ils ont comparé les différents résultats. Ils ont regardé à la mortalité chez les deux groupes, les hémorragies gastro-intestinales, les accidents cérébrovasculaires ischémiques et puis les hémorragies intracrâniennes.
Puis, ce que j'ai mis sur la diapo ici, c'est 2 rangées. Puis, c'est une question que je vous pose. Quelle rangée rapporte les taux du monde réel, et puis quelle rangée rapporte les taux de l'essai de phase 3 Relay? Parce qu'on peut voir qu'ils sont très, très similaires. Alors, en levant la main, ceux qui pensent que la première rangée représente les données du monde réel, vous pouvez lever la main. OK? Et puis, qui pensait que c'était la deuxième rangée? Très bien. Fait qu'à peu près 50-50. Ce qu'on peut voir, si vous avez voté pour la première rangée, vous aviez raison. C'était les données du monde réel, c'était les résultats de l'étude cohorte. Mais ce qui est le plus intéressant, ce n'est pas tellement que vous aviez raison ou non, c'est que c'est difficile de voir la différence entre les deux. C'est vraiment difficile de voir la différence entre les données du monde réel et puis les données de phase 3. Il n'y a pas beaucoup de différence dans la mortalité, les segments intracrâniens ou gastro-intestinal et puis le risque d'accident cérébrovasculaire. Ça, pour un clinicien, pour un médecin, c'est très rassurant de savoir que les données qui ont été démontrées en phase 3 sont très similaires quand on l'utilise dans la pratique. Ce n'est pas la seule étude qui a été publiée. Il y a plusieurs études qui ont été publiées sur le même sujet, pas nécessairement juste avec le dabigatran, mais avec le rivaroxaban et la warfarine aussi. C'est sûr qu'il y a eu des différences dans les définitions de segments majeurs ou d'hémorragie majeure, puis c'est sûr qu'il y a des différences dans les durées de suivi. Mais ce qui est important ici, c'est quand on regarde le taux d'hémorragie majeure, c'est des taux qui sont très faibles, qui ne sont pas fréquents, puis qui sont très similaires d'une molécule à l'autre, indépendamment si c'est de la warfarine, du dabigatran ou du rivaroxaban. So, encore une fois, pour un clinicien, pour un médecin, c'est rassurant. Mais c'est clair que ces patients-là prennent un anticoagulant. Fait qu'il y a un certain pourcentage qui vont avoir une hémorragie, peut-être une hémorragie majeure. Puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? La première chose qui est importante à faire, c'est prendre un grand respire puis se calmer. Okay? On prend la prise en charge de la même façon que si un patient se présenterait avec une hémorragie majeure, mais qui n'était pas nécessairement sur un anticoagulant. Fait que la première chose, c'est de regarder à la liste des médicaments puis identifier toutes les choses qui peuvent amincir le sang. On parle des anticoagulants oraux, des anticoagulants par voie parentérale, puis les antiplaquettaires. Ça semble drôle de mentionner ça, mais souvent les médecins d'urgence oublient de le faire. Après ça, on identifie la source de l'hémorragie. On applique les mesures locales et chirurgicales. On appelle le chirurgien, notre gastro-entérologue, pour nous aider. C'est sûr qu'on va ouvrir les veines centrales, on va donner des mesures de soutien avec du fluide puis des produits sanguins. Puis, une autre chose qui est importante, que souvent on oublie, c'est de confirmer l'heure de la dernière prise de médicaments. Ça, en combinaison avec la clairance de la créatinine, c'est primordial, parce que ça va nous donner la demi-vie du produit, puis on va pouvoir établir une prise en charge par rapport à ça. C'est sûr qu'on peut mesurer les paramètres de coagulation. Ça peut nous aider un peu à savoir si le produit est présent ou non. Ça dépend aussi des paramètres qu'on a disponibles dans notre hôpital. Puis j'ai mis ici considérer l'utilisation de l'acide transaminique ou du cyclocapron, pas nécessairement parce que c'est utile pour renverser la warfarine ou les nouveaux agents anticoagulants, mais simplement parce que c'est un médicament qui est très efficace, surtout pour les segments des membranes, comme par exemple un épistaxis ou une ménorrhagie. Puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent, qu'on peut utiliser. Qu'est-ce qui arrive si on n'est pas capable de contrôler l'hémorragie malgré les mesures qu'on vient de présenter? Mais là, c'est important de prendre sa voiture et de se mettre à reculons. Puis on commence à penser, qu'est-ce qu'on peut faire pour enlever l'anticoagulant? Mais la première chose, un des premiers principes, c'est on peut faire une clairance intensifiée du médicament, une hémodialyse. On a parlé du dabigatran qui était moins lié aux protéines plus tôt. On peut penser d'un remplacement de facteurs de coagulation. Fait que ça va être du plasma frais, par exemple, surtout chez les patients qui prennent la warfarine. Ça ne sera pas utile chez les patients qui prennent un nouvel agent anticoagulant. On peut passer à des agents hémostatiques généraux. Fait que ça, de façon, c'est des complexes prothromboniques, fait que l'octoplex, le biriplex. Puis il y a un autre complexe qui s'appelle le complexe FIBA ou le complexe prothrombonique activé, qui n'est pas nécessairement disponible avec EMA Québec. Donc, on va focuser beaucoup plus sur le complexe prothrombonique avec l'octoplex et le biriplex. Et puis, finalement, les antidotes spécifiques. On va parler de la vitamine K chez les patients qui prennent la warfarine, mais aussi, il y a des antidotes qui sont en train de se développer, qui vont changer la prise en charge dans les prochains mois des patients qui ont des hémorragies majeures sur les nouveaux agents anticoagulants. Quand on parle d'hémorragie majeure chez un patient qui prend de la warfarine, on pense évidemment à la vitamine K. C'est l'antidote qu'on connaît.
Mais c'est important de se souvenir que la demi-vie de la warfarine est longue, puis la vitamine K va aider à renverser ça, mais ça va prendre plusieurs heures avant que ça ait un effet. On peut donner la vitamine K de façon orale, par voie intraveineuse, par voie sous-cutanée. Puis il y a certaines études qui ont comparé les différents modes d'administration avec un placebo pour voir c'était quoi l'effet sur la zone thérapeutique. Ce qu'on peut voir, c'est que chez les patients qui ont un segment, c'est généralement plus efficace de donner la vitamine K par voie intraveineuse ou par voie orale parce que ça semble agir beaucoup plus rapidement que la voie sous-cutanée, par exemple. Donc, on recommande ça. C'est clair que si on le donne par voie intraveineuse, il faut garder en tête le risque théorique d'un choc anaphylactique. Puis, c'est important de garder en tête aussi que malgré le fait que la vitamine K va renverser la warfarine, on n'a pas beaucoup de données probantes par rapport aux corrélations cliniques associées avec le segment. Donc, ce n'est pas parce qu'on est capable de nécessairement renverser la warfarine avec la vitamine K que le patient va avoir un meilleur prognostic. Comme on a mentionné, la vitamine K va prendre plusieurs heures à fonctionner, à diminuer les niveaux d'anticoagulation. Donc, en attendant, on va utiliser des agents hémostatiques généraux comme les agents prothromboniques. Ici, on a 20 patients, 10 patients qui se présentent avec un segment majeur sous warfarine et puis 10 patients qui ont besoin d'une chirurgie urgente. On ne va pas juste leur donner de la vitamine K parce que sinon, ils ne pourront pas avoir la chirurgie ou on ne pourra pas contrôler le segment. Donc, on va regarder à donner des complexes prothromboniques. Chez les gens qui ont un segment, donner des complexes prothromboniques, donc de l'octoplex et des beriplex, à des doses recommandées, va permettre d'arrêter le segment d'à peu près 90 % des patients. Okay? C'est sûr que c'est des petites études, c'est sûr que c'est des études qui ont des limitations, mais c'est tout ce qu'on a pour nous aider pour l'instant, et puis ça semble fonctionner bien. De façon similaire, quand on regarde aux 10 patients qui attendent pour une chirurgie urgente puis qu'on leur donne des complexes prothromboniques, on est capable de renverser l'effet de la warfarine en temps de quelques minutes, et puis ils peuvent avoir leur chirurgie avec une hémostase qui est normale. Encore une fois, les mêmes études, des petits chiffres avec certaines limitations qui sont importantes à considérer, mais quand même qui restent importantes. Qu'est-ce qui arrive si le patient, au lieu de prendre la warfarine, il prend un nouvel agent anticoagulant? On a fait les mêmes choses qu'on a dit au début. On a identifié les agents, on a fait du support, mais le patient continue de saigner. Même chose, on prend notre auto, on se met en reculons, puis là, on commence à penser comment on fait pour renverser les effets anticoagulants des nouveaux agents oraux. De la même façon que la warfarine, les complexes prothromboniques semblent avoir un effet pour augmenter la thrombine puis cesser le segment chez ces patients-là. Il y a des recommandations de l'European Heart Rhythm Association qui recommande l'utilisation de prothrombine, de complexes prothromboniques à des doses de 25 à 50 unités par kilo, qu'on peut répéter une fois, ou des complexes prothromboniques activés, donc le FIBA, qu'on utilise à une dose de 50 unités par kilo. Il recommande aussi du facteur 7 recombiné, mais le facteur 7 recombiné est difficile à avoir, est dispendieux, puis il y a une revue systématique qui a démontré qu'il y avait une augmentation du risque de thrombose, donc on ne l'utilise pas, on ne le recommande pas de façon générale chez les patients qui ont une hémorragie majeure associée avec les nouveaux agents anticoagulants. Donc, si on fait un sommaire de tout ça, si notre patient est atteint d'une hémorragie majeure sous un nouvel agent anticoagulant, on fait la même chose que sur la warfarine. On identifie les différents anticoagulants ou les différents antiplaquettaires, on les arrête, on donne un traitement de support, on confirme l'heure de la dernière dose, on utilise ça avec la clairance de la créatinine afin d'avoir un estimé de la demi-vie. Et puis, dans la grande majorité des patients, le segment va être contrôlé comme ça. Chez les patients qui continuent à saigner, donc une petite minorité des patients, on peut utiliser les complexes prothromboniques, l'octoplex ou le beriplex, ou les complexes prothromboniques activés, le FIBA, dépendant de ce qui est disponible dans votre hôpital et dépendant du protocole local. C'est sûr que quand les patients saignent sur un anticoagulant, que ce soit la warfarine ou les nouveaux agents anticoagulants, ça semble être une mer qui est pas mal violente. Mais je pense qu'avec les données probantes réelles qui sont démontrées, et puis avec les évidences comme quoi que les complexes prothromboniques ou les complexes prothromboniques activés, et puis bientôt les antidotes qui vont diminuer la prise en charge ou améliorer la prise en charge aussi, je pense que ça va calmer les eaux,
puis on va pouvoir se rendre à bon port. Ce que je voulais voir aujourd'hui, c'était réviser les risques d'hémorragie majeure chez les patients qui prennent les anticoagulants oraux, rassurer les médecins comme quoi il n'y a pas de grande différence entre le risque d'hémorragie chez les patients qui prennent les nouveaux anticoagulants comparativement à la warfarine. S'il y a quelque chose, il y en a moins chez les patients qui prennent les nouveaux agents anticoagulants. Si jamais ces hémorragies-là se produisent et on n'est pas capable de les contrôler, bien, en dernière ligne de cause, on peut utiliser des complexes prothromboniques. Puis il y a 2 études observationnelles qui sont présentement en cours à l'Université Master, l'étude FRED et l'étude UPRATE de Dr. Sam Schulman, qui évaluent ces données-là. Et puis bientôt, dans les prochains mois, il va y avoir des antidotes qui vont changer la donne dans la prise en charge des hémorragies majeures chez les patients qui prennent un nouvel anticoagulant. Merci de votre attention.